Bien, nous étions sur l'affaire du plagiat, qui était un plagiat servile, donc c'est pas un plagiat intellectuel, donc c'était très facile. Mais d'un autre côté, il a retourné l'argument symétrique inverse, en fait, que c'était moi qui avais plagié. Donc il était obligé de produire un manuscrit antérieur. Et donc il a présenté, ça je l'ai su par le bibliothécaire des dominicains, de l'ordre dominicain qui se trouve à Lima, avenue Tacna, euh, il a produit donc un manuscrit qui correspond à sa thèse à lui, parce que à la Complutense, quand on présente une thèse, elle est publiée sous la forme interne de la... Et c'est une collègue qui m'a envoyé ça, parce que Traverso Chamay, il faut que j'envoie ça à Jean-Pierre, une collègue catalane, qui m'a envoyé ça, et quand j'ai ouvert ce bouquin, j'ai dit, mais attends, c'est dingue, ils ont les mêmes dessins, ils dessinent comme les Yaguas. Puis j'ai vu que je reconnaissais, bien évidemment, ça fait un choc, parce que tu te demandes si tu rêves ou si tu es dans la réalité ordinaire ou pas ordinaire. Donc bref, toujours est-il que ça a été un choc pour moi, parce que c'est des choses que tu dis qui arrivent toujours aux autres et qui n'arrivent jamais à soi. Et puis, enfin, à la limite... On m'a toujours dit, pour me consoler, que c'est parce que ta thèse n'était pas si mauvaise que ça, sinon on ne l'aurait pas plagié. Bon, alors on se console comme on peut. Mais enfin bref, toujours est-il qu'il a donc produit ce manuscrit dont il a publié 2-3 pages dans un autre livre qu'il a fait, qu'il a écrit pour confirmer finalement, puisqu'il n'avait pas encore fait dans son premier livre, puisqu'il n'y a pas l'attaque encore. Donc il a fait un deuxième avec quelques pages qui sont des pages de photocopie d'un document avec des tampons, mais qui n'a aucune évidemment. Et apparemment, il serait venu sous le bras avec ce manuscrit pour demander aux bibliothécaires des missions dominicaines de le mettre dans leur bibliothèque, là, parce que là, il aurait pu démontrer que je suis venu et j'ai copié à la bibliothèque des trucs. Heureusement, par chance, le bibliothécaire des Dominicains a refusé effectivement la chose. Alors après, il a dit que du style que j'avais en baignant sur l'Amazone, que j'avais avec une bouteille, il y avait le manuscrit dedans et que j'avais pompé. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans la deuxième version, il a changé les dates. C'est-à-dire qu'il était obligé de mettre des dates antérieures, puisque antérieures à 71-72, puisque moi je mettais dans Voir, savoir, pouvoir, dans le livre qui est issu de la thèse, je mettais les dates. Donc il a changé toutes ces dates et les a mises avant les dates où moi j'étais sur le terrain. Sauf qu'il met des dates bien antérieures à ce que lui-même aille sur le terrain. Donc il a fait un excès, si je puis dire, de preuves, et alors ça a été un truc absolument dingue. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a fait un procès pour diffamation à une revue espagnole qui avait publié justement une lettre de Simone Dreyfus-Gamelon qu'elle m'avait écrite pour, en tant que directrice de thèse, pour dire que, bon, voilà, elle peut garantir, enfin, etc., et que ce monsieur est un imposteur, enfin, etc. Mais à l'époque, sa défense de ce monsieur, qui s'appelait Carlos Junquera, c'est que le plagiat n'était pas démontré. Donc il pouvait faire un procès pour diffamation à la revue. Il faut faire très attention. Donc je suis parti en Espagne durant le procès. La revue m'a demandé d'être présente pour, évidemment, montrer que j'existais bien, parce qu'il s'était demandé si j'existais bien. Et il fallait que je prouve que les Yaguas existent. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut... Est-ce qu'ils existent vraiment? Alors évidemment, dans une optique postmoderne, on peut se poser cette question, qu'un collectif qui s'appelle les Yaguas n'est pas une entité fermée, qui s'est ouvert, il y en a partout, c'est des gens qui bougent sans arrêt. Donc, enfin, quelque part, ça dérangeait un peu ma vision assez statique et fermée, discrète des Yaguas comme une entité qui s'oppose à une autre. Mais... Finalement, il n'a pas gagné ce procès, mais pour des raisons propres au fonctionnement universitaire en Espagne, j'imagine, il a gardé son enseignement
Mais enfin, on a fait connaître dans la presse et par des articles un peu la supercherie. J'avais moi-même déposé à la bibliothèque de la Complutense tous mes écrits, et par contre, parce que j'ai été invité, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années à la Complutense aussi après. Beaucoup de collègues espagnols m'avaient invité justement pour faire. Et j'ai demandé où étaient mes ouvrages, et il n'y en avait aucun. Il avait même été jusqu'à ratisser tous les ouvrages pour pas que les étudiants puissent avoir une idée de ce que c'était quelque chose d'assez incroyable. Bon, bref, ça a été, disons, un aspect. Je parlerai après des autres utilisations de l'autre parcours de la thèse. Mais ceci a été pour moi quelque chose qui m'a affecté parce que je ne pouvais pas imaginer ce type d'imposture, de malhonnêteté. Le gars, il m'aurait dit, excuse-moi, bon, je t'ai copié parce que, voilà, bon, à la limite, tu es humain, ça, il a une famille, tout ça, tu dis, bon, ok, mais bon, mieux quand même que tout ça n'est que... Alors, la question, maintenant, qui se pose pour lui, c'est que euh, ces écrits-là, j'imagine qu'ils circulent aussi au Pérou. Or, les Arangbout, les gens chez qui il a été missionnaire, aujourd'hui, il y a des anthropologues aussi là, on va en parler à la fin de cet entretien. Et donc, qu'est-ce qu'ils en pensent? Jusqu'à présent, j'ai pas de... Alors, est-ce qu'il a fait disparaître tous ces écrits pour pas que les Arangbout... effectivement, parce qu'il parle du complexe des flûtes, là, qui sont propres au groupe de la région où je travaille, qui sont absolument inconnus des Orang-Bout, mais il en parle là, donc les Orang-Bout vont dire, tiens, on a ce complexe-là, mais on a des flûtes, des aérophones, des trucs, mais en fait, on n'a jamais eu ça, patati patata. Donc, je ne sais pas très bien comment les choses se passent en ce moment. Il faut tenir compte que ces populations-là, maintenant, peuvent, évidemment, il y a des universités autochtones, et peuvent écrire, même, ils commencent à écrire sur nous, d'ailleurs, pour essayer de comprendre pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ceci. Il n'y a pas que les africanistes qui ont ça comme message, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà un peu la question de ce plagiat qui nous a occupés quand même pendant un an ou deux et qui a eu des conséquences assez dans mon parcours aussi, parce que bon, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce type d'imposture, en fait, était possible. Mais ça m'a fait réfléchir aussi sur certaines idées que j'avais disons, du côté fermé de ces sociétés. C'est quand ils commencent à te dire, bon, finalement, qui sont les Yaguas, comment, où c'est qui commence, où qui se termine, comment il y a l'histoire de la langue. Mais même au niveau de la langue, il y a plusieurs langues dans la langue, en fait, Yaguas, selon les différentes régions, etc. Donc ça, avec des emprunts, bien sûr, linguistiques assez importants. Bref. Enfin, voilà pour cette question du plagiat. Et donc, ce qui a aussi favorisé la publication de ce livre en espagnol, puisque moi, je veux dire, je ne suis pas particulièrement attaché à tout prix à la traduction et la publication. Ce qui m'importe, c'est que tout ce que j'écris, je le laisse chez les Yaguas. Même quand il ne savait pas lire, il l'utilisait, ça j'en parlais plus tard, justement, parce qu'il ne savait pas lire, justement. Donc il lisait mon travail tout à fait différemment. Bref. Alors, bien sûr, à cette époque, on est dans les années 70-80, il y avait aussi pour moi du moins, une vie intellectuelle assez animée. En anthropologie, des débats assez forts. Et je me suis beaucoup intéressé, j'étais beaucoup attentif à ces débats entre justement des chercheurs ou théoriciens de l'anthropologie qui ont pris des dimensions assez radicales, et notamment à comment on peut appeler ça, ce débat d'école, si on peut dire, entre
entre Pierre Clastres et Maurice Godelier, qui avait fait à l'époque beaucoup de bruit et qui opposait en gros l'anthropologie, ce que Clastres appelait l'anthropologie marxiste de Godelier économique, et lui l'intentionnalité politique, l'importance du politique, disons, sur l'économique et sur le reste. Alors après, bon, il y a eu bien sûr beaucoup d'écrits sur la pensée clastrienne, dont on peut dire deux mots, mais ce qui est intéressant, c'est un peu ce texte emblématique que Clastres avait écrit et qui a été publié dans la Revue Libre. Alors justement, la Revue Libre, là, hein, où il y avait Claude Lefort, Castoriadis, Gaucher, etc., un peu l'anthropologie anarchiste, enfin, l'anarchisme ontologique, dirait Dordo-Vivre de Castro. Et donc, qui donnait un peu libre cours, enfin, liberté aux différents courants. Et il y a un texte de Clastres, là, il y a plusieurs textes, mais il y en a un que je lisais à l'époque comme un article de chevet, en fait. C'est les marxismes et leur anthropologie. C'était assez, disons, assez violent. Et alors, je ne sais pas si je peux en lire quelques mots, vous verrez bien si vous le maintenez. Alors, dans les marxismes et leur anthropologie, dans Libre, il dit « Ce n'est pas que ce soit très amusant, mais il faut réfléchir un peu à l'anthropologie marxiste, à ses causes et à ses effets. L'ethnologie des marxistes est d'une nullité absolue, ou plutôt radicale. Elle est nulle à la racine. Et c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail des œuvres. On peut sans difficulté prendre en bloc l'abondance productrice des ethno-marxistes comme un bloc homogène égal à zéro. Bah, c'était quand même quelque chose de très irrespectueux et de très violent à l'époque. Et il termine ce papier, alors on était un certain nombre, et maintenant, attendons et restons à l'écoute. Les brontosaures, c'était Godelier, bien sûr, et les brontosaures vont peut-être braire. Alors ça, c'était quelque chose qui nous fascinait. Alors évidemment, ça a provoqué beaucoup de débats à l'époque. On était évidemment juste à l'époque où Lévi-Strauss, le structuralisme était à son fort et qui était le truc incontournable, et dessus venait Meillassoux, Godelier, anthropologie marxiste, et donc qui... Alors, dans un texte après, postérieur, et Eduardo Viveros de Castro essaie de revenir un peu et de montrer, pas de réhabiliter, mais de montrer un peu l'actualité d'un point de vue politique et philosophique de l'œuvre de Clastres. L'œuvre de Clastres a suivi ici à la différence du Brésil ou ailleurs, un parcours très particulier, c'est-à-dire que tout le monde est un peu clastrien, mais personne ne le dit, quoi. Personne ne le cite, etc. C'est un peu comme une époque Lévi-Strauss, bon, tout le monde est un peu structuraliste, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'était tellement ancré en nous qu'on n'avait pas le besoin de le dire. Donc il essaie en fait, de montrer en quoi une certaine lecture de classe peut toujours être d'actualité, et ça m'a aussi beaucoup intéressé, enfin l'intelligence avec laquelle Eduardo se réfère justement à cette époque, et de montrer en quoi finalement, Clastres était sur la bonne voie, mais qu'il a oublié en fait les non-humains, enfin le politique, c'est interne à la société. Il n'y a pas ce qu'on appelait aujourd'hui la cosmopolitique. C'est-à-dire, il n'a pas mis du non-humain, il n'a pas mis de la cosmologie dans la politique. C'est-à-dire qu'il avait tout compris, mais il avait pas ça. Ce que Eduardo, évidemment, a fait. Donc il se situe quand même dans cette lignée. Mais c'est vrai que pour Clastres, tous ces débats sur les ontologies, le tournant ontologique, tout ça, était à 3000 km. Peut-être que justement, ce serait intéressant de savoir ce qui serait passé, parce qu'il est mort quand même à 47 ans, Clastres, s'il avait vécu jusqu'à 90 ans. Qu'est-ce qu'il aurait produit? Il commençait à s'intéresser beaucoup aux Incas, un peu comme Métro, hein,
qui commence, évidemment, les Chiriguanos, tout ça, et puis les Tupis, tout ça, et puis après il va un peu sur les systèmes Inca, tout ça. Qu'est-ce que, pour l'origine, contre l'État, face à l'État, l'origine de l'État, après tous les Carneros, tout ça. Je pense peut-être il aurait complètement changé ses positions, parce que c'était contre l'État, bien sûr, c'est pas contre l'État, c'est contre certaines concentrations du pouvoir. Et, et dans les sociétés comme les Yaguas, moi, dès qu'ils sont plus de 200 et que ça commence à se rigidifier et que quelqu'un commence à dire moi je, tout le monde se tire. Donc il y a des seuils, il y a des choses qui montrent qu'on cherche toujours à rester indépendant et libre. Et en fait, il se déplace sans arrêt, mais aussi pour ça, pas seulement parce que les de Pécari se déplacent, c'est parce que aussi il y a des dynamiques interpersonnelles, interethniques aussi, qui jouent beaucoup sur ça. Alors, ensuite, évidemment, durant toute cette période, je me suis mis à lire pas mal d'écrits, donc beaucoup de récits de voyage, bien évidemment, beaucoup intéressés. J'ai participé à la réédition de ce voyageur pittoresque, mais tout aussi anachronique, qui est Paul Marquois, qui est en fait le pseudonyme de Laurent Saint-Cric, qui est un Bordelais en pétard pas seulement contre le clergé, mais aussi contre l'establishment académique. Étant à Bordeaux, bon, il a toujours été... on a publié en 2 gros volumes son voyage à travers l'Amérique du Sud, qui a été d'abord édité par Le Tour du Monde, la revue Le Tour du Monde, qui a fait l'objet de cette magnifique publication chez Hachette en deux gros volumes. Ce qui m'a beaucoup intéressé Marquois, c'est son humour, ce côté bohème, etc. C'est un type qui a voyagé à l'époque où on tous faisait la rame, il n'y avait pas encore les bateaux à moteur. Il a fait un voyage absolument dingue, depuis le Cusco jusqu'à la bouche de l'Amazone. Ça lui a pris un peu plus d'un an, dans des conditions évidemment rocambolesques, hein, pour le coup, avec des naufrages, avec des histoires pas possibles qui lui arrivaient en cours de route. On avait encore à cette époque cette possibilité de chuter dans les cours d'eau, parce qu'on était sur des petites pirogues totalement instables, enfin, etc., où on perd tout. Et à un moment, parce que c'était aussi peintre, et il a sauvé quand même ses pinceaux. Alors on le voit, il sort de l'Urubamba, qui est un fleuve qui va sur l'Ucayali, qui va sur l'Amazone. On le voit, alors il sort de l'eau, dans ses seins, il est tout mouillé, tout, mais il a ses 3 pinceaux, il a réussi. Il peut continuer à peindre. Et tout. Donc ce qui m'a fasciné aussi dans son ouvrage, le côté pittoresque, le côté aussi très vécu, hein, il a vraiment vécu, c'est les dessins. Il était dessinateur, il a dessiné. Et alors, la revue Le Tour du Monde avait des dessinateurs qui reprenaient les dessins originaux, puisqu'il n'y a pas la photographie encore en 1840-1850. Hein. Donc, et qui reprenaient, mais en le transformant, bien évidemment. Il y avait ce fameux illustrateur qui s'appelait Ryu, qui était très bon là-dessus, pour l'Afrique aussi. Et donc, il a influencé toute une génération de jeunes voyageurs et autres sur effectivement une certaine vision de l'Indienne Amazonie. Mais il y a des dessins qui sont restés quand même de Ryu, qui sont extrêmement proches de ce que moi, par exemple, j'ai pu vivre. Alors, c'est peut-être un peu ironique, un peu... Bon, bien sûr, quand il montre les fameux missionnaires franciscains, opulents, tout ça, avec des Indiennes qui viennent leur ramener du poisson, tout ça, etc., qui a été vu par l'Église comme un truc, une atteinte, disons, à la réputation et à l'image de l'Église. C'était de toute façon ça, quoi. Donc, dans ces dessins, il y a beaucoup de rébellions, il essaie de montrer. Donc ça m'a beaucoup intéressé, ce voyage, et je me suis occupé de la réédition, enfin de l'introduction de la réédition du voyage en espagnol, qui a été publié récemment, enfin il y a une dizaine d'années, par l'Institut français d'études andines à Lima, et qui a donc pu republier
Je me suis beaucoup intéressé aussi dans la littérature de voyage. Bien sûr, Humboldt, la Condamine, toutes ces choses-là. Castelnau, avec lequel Marquois a aussi voyagé une partie de son périple, et qui montre qu'il a réellement fait ce périple, parce qu'à des moments, on se demande s'il a vraiment fait ce voyage, parce qu'il s'en va dans des théorisations, dans des trucs absolument impressionnants, à la recherche d'or. Mais déjà, en 1840, dans ses récits, déjà, il parle de la destruction de la forêt. C'est impressionnant, on pense que c'est d'hier. Ça date déjà des années 1840, n'est-ce pas? Où il montre que les berges de l'Amazone souffrent de désolation absolue. Il y a plus, il faut remonter les fleuves pour voir des oiseaux, il n'y a plus de gibier, il n'y a plus de caïmans, il n'y a plus rien. C'est des zones désolées, arides, etc. Et donc déjà à cette époque, il dénonce un peu cette déforestation et cette atteinte, disons, à la forêt, aux conditions écologiques, disons. Et bon, on sait qu'il y a eu des inondations, bien évidemment, très importantes à cette époque, mais aussi des sécheresses. Alors, il a voyagé à l'époque plutôt des bateaux, donc ceci pouvant expliquer un peu cela, mais enfin, tout n'est pas ça. Alors bien sûr, j'ai été très influencé aussi par Tristram Big, Lévi-Strauss, par le côté, quand même quelque chose qu'il a écrit en très peu de temps, qui a surtout, c'est un essai de pensée. Le Métro devait en écrire aussi, mais il est mort avant. Donc ça m'a... La chronique des Guayaquil de Classe aussi m'a beaucoup plu. Des choses comme ça. Sandrard, La mort à Vagine, bien évidemment. Jack London au cœur des ténèbres, puisqu'il y avait l'histoire du caoutchouc qui après m'a beaucoup évidemment attiré. Le Camus La peste que j'ai relu à l'époque de la Covid. On a tout dans le livre, les mêmes angoisses, les mêmes négations, le fait que c'est pour les uns c'est un fait de Dieu, pour des autres c'est les infidèles, pour d'autres c'est rien du tout, pour d'autres c'est l'enfermement, c'est-à-dire isolation totale, etc. Donc tout était là. Et je l'ai relu récemment, L'étranger, bien sûr, etc. Malraux aussi. Bon, tous ces personnages, l'étranger, de Camus, les conquérants. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans ces... Mais c'était un peu la littérature de l'époque.